Nous sommes heureux pour le Théobard de vous recevoir ici ce soir. Donc, vous connaissez chacun déjà le principe du Théobard. Je vois quelques nouveaux visages. Et donc, n'hésitez pas il y a un petit papier vous permettant de vous inscrire pour recevoir les prochaines invitations pour les prochains événements. Donc le Théobard fonctionne depuis très longtemps, depuis décembre 2013, grâce à l'archevêque qu'on peut applaudir et qui est là ce soir avec nous, qui en avait fait donc l'ouverture. Alors pour ce soir, nous avons donc l'honneur de recevoir Xavier Dijon, comme vous avez vu sur le papier, qui est donc prêt, qui a une expérience d'enseignement et qui est là pour nous apporter un peu de lumière, qui est là pour nous apporter de l'aide et un avis sur la difficulté que l'on a que l'on peut avoir pour 2018, comment un peu assumer toute l'envergure de vivre en ses rires et en ses pleurs. Donc il va nous exposer son approche succinctement. Et ensuite, pendant 25 minutes, nous allons échanger par des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à participer. Vraiment, l'intérêt et le but de Théobard, c'est de se construire, de s'entraider les uns aux autres. Donc, toute question que chacun peut se poser est une aide personnelle et une aide pour chacun de nous. Donc, merci encore. On peut applaudir Père Xavier qui est là ce soir. Et je lui donne la parole. Merci beaucoup, Xavier aussi. Mesdames, Messieurs, excusez-moi, j'espère que je ne vais pas vous couper l'appétit avec des propos graves sur l'éthique, mais on va commencer tout de suite. L'éthique porte sur l'action humaine. Et donc j'interroge Aristote qui dit il y a 3 branches dans le savoir. Il y a le savoir, les sciences théorétiques, et là, l'attitude, c'est de contempler, de regarder ce qui se passe. Et donc, c'est la physique, la biologie, l'astronomie, mais aussi la mathématique, la métaphysique, la théologie. Donc, vous êtes dans une attitude où vous essayez de découvrir le monde, d'en connaître les lois. Vous observez, vous regardez. Il y a une autre attitude qui est plus de l'ordre du savoir-faire, non plus du savoir, mais du savoir-faire, qui est l'art ou la technique. Donc, comment est-ce qu'on pêche un poisson? Comment est-ce qu'on chasse un cerf? Comment est-ce qu'on construit un discours? Comment est-ce qu'on construit un temple? Là, l'attitude est active. Mais, dit Aristote, il y a une 3e science qui est pratique, et qui porte sur l'action humaine elle-même. Et donc je pense que c'est intéressant de faire attention à cette 3e science, parce que la plupart du temps, nous sommes dans les 2 premières. Nous étudions un problème, nous constituons un dossier, et puis nous agissons. Mais le savoir pratique nous oblige à réfléchir sur notre propre action, et en éthique, elle consiste à savoir si c'est bien. Donc, l'éthique va poser la question du bien. Alors, je précise le vocabulaire, on parle d'éthique ou on parle de morale. Vous avez choisi d'intituler cette conférence de ce soir « L'éthique au quotidien ». C'est peut-être plus prudent, parce que si vous aviez dit la morale, vous auriez dit la morale c'est quand même un peu rébarbatif, il ne va pas nous faire la morale. Mais disons que entre éthique et morale, il n'y a pas beaucoup de différence. D'ailleurs, en grec, ethos, c'est la même chose que mores en latin, ça veut dire les mœurs, la science des mœurs. Mais je trouve qu'il y a 2 philosophes qui ont donné une distinction intéressante. Paul Ricoeur parle de l'éthique, lui il fait une différence. L'éthique, c'est ce qui est ouvert vers le progrès, vers l'avenir. Tandis que la morale, c'est l'obligation. Donc, la morale, pour Ricoeur, elle ferme un certain nombre de choses, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas nuire, tandis que l'éthique, pour lui, c'est le champ de ce qui s'ouvre devant nous et qui nous permet un progrès. Et il dit,
la conduite humaine, normale, elle est faite de morale, de respect de la morale, de l'interdiction, mais en même temps, de tout ce qu'il y a moyen de faire en plus de progrès. Si je peux prendre une comparaison évangélique, encore que je me place ici plutôt d'un point de vue philosophique, c'est le jeune homme riche qui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Tu connais les commandements, ce serait plutôt de l'ordre de la morale, et puis, mais ça je l'ai fait, et j'ai dit « Si tu veux être parfait ». Et donc là, on ouvre alors une perspective plus grande qui serait celle de l'éthique. Alors pour Jürgen Habermas, lui, il distingue aussi l'éthique et la morale, mais dans un autre sens. L'éthique pour lui, c'est ce que chacun estime bon. Nous avons tous un certain nombre de valeurs et que nous voulons poursuivre parce que c'est ce qui nous paraît important, c'est ce qui vaut pour nous. Mais comme chacun, nous avons des valeurs différentes, il est difficile, dans le pluralisme que nous connaissons aujourd'hui, il est difficile de savoir comment élaborer une norme commune. Habermas prend la question de l'avortement dans son pays, en Allemagne, une question qui a divisé les parlementaires, et donc chacun arrive à la table de la discussion, au Bundestag, chacun arrive à la table de la discussion, et avec ce qu'il estime bon, avec son éthique. Et donc il va falloir trouver, à la suite de la discussion, et il va parler d'une éthique de la discussion, à la suite de la discussion, on va trouver une solution qui va apparaître comme commune, que personne n'estimera bonne pour lui-même parce que ça ne correspond pas à son éthique, mais il va appeler cette solution morale parce qu'elle est commune. Donc voilà une autre distinction de vocabulaire employée par Habermas. Alors, accrochez vos ceintures et éteignez vos cigarettes, s'il vous plaît, parce qu'ici, nous allons grimper un tout petit peu dans la philosophie, mais pas trop longtemps, parce que nous redescendrons sans trop tarder. C'est l'impossibilité d'échapper à la question éthique. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais nous n'avons pas demandé d'être nés. Nous sommes là. Tous autant que nous sommes. Et nous sommes là, non pas comme des chats ou des poissons, mais nous sommes là comme des humains. Et, pire que ça, nous sommes obligés d'être humains. Donc, nous n'avons pas seulement le pur fait d'être homme, d'être né sans l'avoir demandé, c'est ce que d'ailleurs l'adolescent ou l'adolescente dit à son père, j'ai pas demandé à naître, hein, quand il en veut. C'est vrai que ses parents ont pris la décision de le faire naître. Donc, il est humain, mais il doit être humain aussi. Il doit se comporter comme un humain. Donc, il y a une obligation qui pèse d'emblée sur l'humain d'être humain. Et il n'y a probablement pas une plus grande injure que de dire à quelqu'un qu'il est inhumain. Donc, être humain, ce n'est pas simplement faire partie de la catégorie des animaux qui ont combien 46 chromosomes ou 20, enfin, à peu près comme ça. Ce n'est pas simplement être humain, ce n'est pas simplement une caractéristique physique, c'est aussi une caractéristique éthique. C'est de se conduire comme un humain. Et donc, nous ne pouvons pas échapper à l'éthique. Et un philosophe tel que Maurice Blondel parle du dilettante qui dit, mais moi, je ne dois pas choisir. Je ne veux pas choisir. Et il dit, mais donc, je ne veux pas choisir, c'est encore une décision éthique, parce que ça veut dire, je veux ne pas choisir. Donc, quoi qu'on fasse, on n'échappe pas au bien ou au mal. Nous sommes, Pascal dit, nous sommes embarqués, et donc il y a nécessairement à se situer par rapport au bien, qu'on le veuille ou non. Et ça fait enrager, si vous me permettez, Friedrich Nietzsche. Je vous parle des 3 métamorphoses de l'esprit. Tous ceux qui ont fait un tout petit peu de philo ou ont entendu parler des 3 métamorphoses de l'esprit chez Friedrich Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra.
L'esprit, il est d'abord chameau. Et il supporte toutes les obligations qu'on lui impose. Et toutes les obligations morales, il doit obéir à la loi. Tu dois. Mais un jour, il se révolte, il va au désert et il se transforme en lion. Et donc, il va rejeter cette imposition, et cette imposition qui se présente en face de lui comme un dragon. Et sur chacune des écailles du dragon, il est écrit « Du sollst », tu dois. Mais le lion va se rebeller contre cette imposition morale, mais ça, mes frères, dit Zarathustra, ce n'est pas encore la dernière métamorphose, parce que le lion doit devenir petit enfant. Et le petit enfant, il n'est plus tenu par aucune valeur, il décide par lui-même, par-delà le bien et le mal, il décide de ce qui est bien et de ce qui est mal, dans la puissance de sa liberté. Dans sa volonté de puissance, il va... rien ne vaut qui s'imposerait à lui, c'est la liberté humaine elle-même qui va décider de ce qui est bien. C'est, en quelque sorte, la liberté pour la liberté qui a donc évacué la morale classique. En opposition à Nietzsche, je mets Kant. Lui va faire une démarche pratiquement inverse. D'ailleurs, on dit que le dragon auquel s'oppose le lion dans les trois métamorphoses de Nietzsche, le dragon, c'est Kant qui arrive avec le tutoie. Qu'est-ce qu'il dit Kant? Il dit, je ne peux rien connaître de la métaphysique, de ce qui est invisible. Est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il y a une âme immortelle? Avez-vous déjà vu une âme? Non. Avez-vous déjà vu Dieu? Non. Donc, je ne peux rien certifier que ce qui tombe sous les sens. Et donc, je peux faire de la science. La science est validée parce que je peux mesurer, je peux voir, je peux confirmer mes observations par d'autres observations. Et donc, j'élabore toute une connaissance du monde, mais qui est de type scientifique. Pour les questions métaphysiques, au-delà de l'observation, je ne peux rien dire. Mais il y a tout de même quelque chose qui s'impose à moi, non plus dans ma raison théorique, mais dans ma raison pratique, vous vous rappelez Aristote, dans ma raison pratique, je sais que je dois respecter l'humanité de tout homme. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que le bien s'impose à moi, une forme particulière de ce bien, c'est, ou plus que particulière, fondamentale de ce bien, c'est que je dois considérer en moi-même et en autrui, je dois considérer l'humanité comme, dit Kant, une fin en soi. Je ne peux pas instrumentaliser l'autre. Bon, je peux l'employer pour servir au bar et je peux le rémunérer, donc je recours à ses services, mais ce sont des services qu'il me rend et que je paie. Donc nous sommes à égalité. Je ne peux pas instrumentaliser un autre. L'autre, la personne, est une fin en soi. Et donc, lorsque je m'éveille à la vie morale, à peu près à l'âge de 3, 4, 5, 6, 7 ans, l'âge de raison, lorsque je m'éveille à la vie morale, je sais que je ne peux pas manquer de respect vis-à-vis d'autrui. Donc c'est quelque chose qui s'impose à moi. Je dois respecter l'humanité dans l'autre comme une fin en soi. Alors, ce qui est intéressant, c'est la conséquence que Kant tire de cette expérience fondamentale. Il dit, mais si il y a une obligation qui s'impose à moi comme une expérience fondamentale, je dois pouvoir répondre à cette obligation. Mais je ne peux pas répondre à cette obligation simplement comme la noix de coco répond à la force qui la tire vers la terre quand la noix de coco est mûre. Il y a ce qui va me pousser à respecter l'obligation, c'est une faculté en moi qui va obéir, et cette faculté-là, c'est la liberté.
Donc, quand l'adolescent dit « mes parents m'obligent, donc je ne suis pas libre », mes parents m'obligent, donc je ne suis pas libre, Kant dit exactement le contraire. Je sens en moi une obligation, mais c'est pas une obligation physique, comme de devoir me courber parce que la porte est trop petite. C'est pas une obligation physique qui s'impose à moi, c'est une obligation morale de respecter autrui. Si donc il y a en moi cette obligation morale de respecter autrui, c'est qu'il doit y avoir en moi aussi une faculté qui s'appelle la liberté et qui va s'engager librement dans le respect d'autrui. Parce que je pourrais ne pas respecter autrui. Donc, la liberté, je trouve ça intéressant de montrer que cette liberté est postulée par Kant à partir de l'obligation. Bon, maintenant on redescend vers un terrain moins philosophique, mais pas moins important. C'est une fois que nous avons la liberté, qui doit être polarisée par le bien, la liberté va s'habituer à faire le bien et acquérir ce qu'on appelle les vertus. Alors, je vous donne les 4 vertus cardinales qui existaient déjà chez les Grecs. Cardinal, ce n'est pas seulement le cardinal de l'Église romaine, mais ça vient de cardo. Le cardo, c'est le gond, le pivot. Donc, les 4 vertus cardinales sont des vertus qui font le pivot dans l'ensemble de la vie morale. Vous avez la prudence, le courage, la tempérance et la justice. La prudence se rapporte à la tête, le courage au cœur, la tempérance au ventre et la justice à autrui. Et donc, quand vous vous demandez comment éduquer votre enfant, je pense que vous pouvez vous rappeler ces 4 vertus cardinales. La prudence, c'est au fond la sagesse, c'est celle qui va ajuster les moyens à la fin. Donc, quand on dit à un enfant « réfléchis avant d'agir », donc il veut foncer, prudence. Prudence, c'est de dire « c'est ça que tu veux, mais est-ce que tes moyens sont adaptés à ta fin ? Est-ce que tu as réfléchi sur toi-même et est-ce que tu sais si il y a une correspondance entre ce que tu veux et ce que tu emploies comme moyen personnel, comme outil, comme... Vous voyez ? La prudence, la réflexion, la sagesse. Mais une fois que la sagesse a déterminé le bien, il faut encore, donc ça c'est la tête, il faut encore le courage, le cœur, d'affronter l'adversité, de sacrifier un certain nombre de choses, de loisirs ou de passer outre des reproches pour pouvoir poursuivre courageusement, c'est la vertu de force, pour pouvoir poursuivre courageusement le bien que l'on a entrevu, sans se faire rattraper par le ventre, l'intempérance. Donc la tempérance veut modérer les passions pour arriver, que ce soit les passions sexuelles, les passions d'alcool dans un théobar ou ailleurs. Donc tout ce qui pourrait distraire l'homme du bien en lui présentant un bien extérieur, un bien apparent, mais qui le coupe de son véritable bien. Donc tempérance, prudence, courage, tempérance. Mais, dit Aristote, ces 3 premières vertus, elles concernent la personnalité de l'homme ou de la femme, donc qui se trouve être prudent, courageux, tempérant. Mais dit-il, la vertu qui brille le plus au firmament des vertus, c'est la justice. Parce que c'est elle concerne non plus la personne elle-même, mais elle concerne le rapport à l'autre. Et la justice, c'est cette volonté constante et perpétuelle
de donner à autrui la part qui lui revient. Donc, une personne juste, c'est celle qui ne prend pas plus que sa part de bien, parce qu'il faut penser à autrui, et autrui doit avoir sa part, et qui prend toute sa part de maux, parce que chacun doit participer, doit collaborer. Il y a, dans la justice, il y a cette idée d'égalité, et donc, comme dit Ricoeur, soi-même comme un autre. Je me considère moi-même comme un autre, c'est-à-dire que je donne à l'autre la part qui lui revient. Donc, voilà des considérations très générales sur l'éthique. Et pour amorcer le débat, je voudrais simplement évoquer deux questions que je travaille un peu plus spécialement pour le moment, mais vous en avez des quantités d'autres, mais je me dis que j'amorcerai le débat en vous posant deux questions concrètes. Il y a 3 semaines, le comité consultatif de bioéthique en Belgique a rendu un avis sur l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. De quoi s'agit-il? La question avait été posée au comité de savoir si les pouvoirs publics devaient intervenir d'une façon ou d'une autre pour que les personnes handicapées, handicapées physiques ou handicapées mentales, qui ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avec le tout venant, ou bien il y a un handicap précisément. Est-ce que on ne peut pas imaginer que des personnes viennent se prêter à l'initiation sexuelle et à la relation sexuelle avec les personnes handicapées en ayant une certaine expertise, en ayant reçu une certaine formation sur la façon de bien mener cette relation-là et en étant rémunérés pour cette assistance-là. Cette pratique se fait déjà en Belgique, surtout en Flandre. Il y a une association qui s'appelle Aditi, qui est née spontanément de la part de personnes ou d'institutions qui s'occupent de personnes handicapées, qui voyaient bien et qui mesuraient bien la frustration des personnes handicapées qui ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Il y a bien sûr la possibilité d'amener ces personnes voir des prostituées, et donc de satisfaire de cette façon-là le besoin sexuel. Mais comme il manque généralement aux personnes prostituées une expertise, le savoir-faire avec la personne handicapée, eh bien, il est bon que des assistants ou assistantes sexuelles puissent se former à la relation avec la personne handicapée et être défrayés de ces services-là selon une tarification établie par l'association. Et donc, on demande, le comité de bioéthique valide cette institution de l'assistance sexuelle en recommandant au pouvoir public de corriger la législation pénale qui risquerait peut-être de faire passer ces associations comme du proxénétisme, donc il faudrait bien mettre les choses au point, et d'accorder un subside aux associations qui font cette formation de telle sorte que les personnes qui font cette assistance sexuelle soient formées au départ, puissent aussi avoir des réunions entre elles pour discuter et continuer à se former, une sorte de formation continue pour cette relation sexuelle. Le deuxième topo dont je voudrais vous parler, c'est un livre de Joseph Carens, qui est un Américain qui enseigne au Canada, qui écrit The Ethics of Immigration. Lui, il dit, si comme démocrates, nous sommes convaincus que les droits de l'homme sont fondés sur la liberté de tout homme et l'égalité de tous les humains, à ce moment-là, les frontières n'ont plus de sens.
les frontières n'ont plus de sens. Il faut que nos convictions démocratiques ne se limitent pas aux frontières de notre pays, mais que nous puissions ouvrir les frontières de telle sorte que quiconque voudrait venir chez nous pour connaître un meilleur sort, au nom du principe de l'égalité des humains, devrait pouvoir y venir. Et donc nous sommes en pleine actualité, puisque la question se pose de savoir, sur le plan ici alors d'une éthique politique, sur le point de savoir si, oui ou non, il est éthique d'arrêter des personnes sans papier, de les enfermer et de les expulser. Donc lui il dit, Carens, c'est pas éthique. De quel droit est-ce que je vais braquer une arme à la frontière sur la personne qui viendrait chercher chez moi un meilleur sort? Alors, vous partirez avec la question finale, est-ce qu'il existe une morale chrétienne? Voilà, j'ai fini. À vous. Alors, sans forcément avoir la réponse, avez-vous des questions qui peuvent vous aider dans votre chemin pour répondre un petit peu à ce chemin, à ces questions qui nous invitent dans notre quotidien? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Bonsoir. D'abord, par rapport aux relations sexuelles, moi je trouve que la société, elle voit trop ça comme une fin. Alors que je trouve que c'est plutôt un moyen. Et je pense que surtout les personnes handicapées, elles auraient besoin d'être plus entourées. Et elles auraient surtout besoin, enfin c'est un peu naïf, mais d'amour ou d'attention. Et ça, forcément, ça peut pas se monnayer. Mais du coup, est-ce que nous, on n'a pas la responsabilité de faire plus attention à ces personnes-là, de plus les entourer? Parce que la frustration, bon, quand on parle de relations sexuelles, elle est surtout affective. Et ça, c'est un problème de la société. On voit tout comme un bien de consommation, alors qu'une relation sexuelle, ce n'est pas ça. C'est un échange en espérant qu'il soit voilà, de l'amour. Et oui, j'aime pas trop. Oui. Donc voilà, est-ce que c'est pas un peu juste un syndrome et on essaie de mettre un sparadrap dessus, alors que derrière, il n'y aurait pas plutôt un problème plus fondamental d'une société individualiste qui n'a plus de considération pour les autres, en fait. Donc le sentiment de justice, c'est une fausse justice que d'accepter ça, et ça va pas au fond du problème, en fait. Voilà. Merci Florian. C'est vrai que sur le plan et ça c'est redoutable, sur le plan des conceptions de la démocratie, la question fondamentale c'est l'égalité. Et l'égalité entendue comme non-discrimination. Donc, tout le monde doit avoir accès à tout. Et donc, la particularité des gens, la caractéristique particulière du handicap, de la personne handicapée, la caractéristique particulière de l'enfant, la caractéristique particulière de la femme, la caractéristique particulière de l'étranger, toutes ces caractéristiques particulières sont éliminées. Alors, on se comprend bien, le but est louable, c'est d'arriver à une égalité, donc que personne ne se sente rejeté. Mais ça demande je pense, une plus grande intelligence de ce qu'est la personne. Et que le fait de raisonner seulement en termes de droit, tout le monde a droit à, n'est peut-être pas la meilleure façon de réfléchir. Et alors ce que vous dites est juste, cette frustration, c'est une frustration d'affection plus fondamentale, d'après si l'on entend. Et donc, quand il y a, comme vous dites, une responsabilité par rapport à cette personne handicapée d'être accueillie telle qu'elle est. Non pas
donc d'être accueillie telle qu'elle est, y compris dans son handicap, sans nécessairement vouloir la rendre, lui donner une sexualité au rabais, qui est en fait une prostitution, de lui donner une sexualité au rabais, pour qu'il puisse avoir au moins un petit quelque chose. Mais il y a quelque chose qui ne respecte pas assez la dignité, ni de la personne handicapée, ni de l'assistante sexuelle, me semble-t-il. Mais on peut être d'un autre avis. Merci pour votre exposé. Il y a un point qui m'interroge un petit peu. Tout votre positionnement par rapport à l'éthique, j'avais l'impression que vous le faisiez par rapport à une personne individuelle et que vous considériez que si on le voit vis-à-vis de la société, ce qui est valable pour l'individu est valable pour la société. Si on regarde les phénomènes dans la nature, tout est pas, je sais pas comment on dit, en anglais on dit scalable, tout ne peut pas être simplement transféré, par exemple, ou en technologie. Si vous construisez une maison à 2 étages, vous allez mettre un escalier. Si vous construisez un immeuble de 80 étages, vous ne pouvez plus mettre un escalier. C'est-à-dire, ce qui est valable pour l'individu, à un petit niveau, je ne vois pas, enfin, je ne suis pas dans les sciences humaines, mais je ne vois pas pourquoi systématiquement ça serait valable au niveau global. Ou pareil, si vous prenez un phénomène naturel, je ne sais pas, si vous avez une averse, ça va faire pousser les salades. Si vous avez pendant 3 mois de suite que des averses, ça va faire des inondations et ça va vous détruire les cultures. Donc, tout n'est... Et dans votre présentation, je ne sais pas, mais j'avais l'impression que tout ce qui serait valable au niveau individuel, il suffirait de le multiplier par 100 000 pour que ce soit valable pour la société. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la difficulté. J'ai en tout cas rappelé... Par exemple, pour votre deuxième exemple, qui était la suppression des frontières. Donc, il faut accueillir l'autre au niveau individuel, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut l'accueillir de manière, je dirais, massive? À partir de ce deuxième exemple, je comprends mieux. Oui, je crois que le défaut, justement, chez Carens, c'est que il prend comme point de départ l'individu, justement. Et c'est-à-dire que il réfléchit à partir de ce qui se passe dans nos sociétés occidentales, où le point de départ, ce sont, 1789, si on prend les Lumières, et à ce moment-là, ce qui est l'état de nature, ce que les philosophes du contrat social appelaient l'état de nature, c'est un sujet individuel qui est entouré de ses droits. Et ce n'est que dans un second temps que, puisque c'est impossible de vivre chacun dans sa bulle, parce que sans qu'il y ait une autorité pour départager nos conflits, c'est dans un second temps seulement que les sujets passent un contrat que l'on appelle le contrat social. Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, Emmanuel Kant. Donc on passe un contrat social qui va constituer la société comme un corps, alors comme un corps social. Et donc Carens, pour le prendre, mais il y en a d'autres qui résonnent dans le même sens. Carens projette, si vous voulez, au niveau mondial, cet état de nature qui est préalable au contrat social. C'est-à-dire que chaque sujet individuel est titulaire de droits. Et donc, si on a passé le contrat social, c'est précisément pour préserver cette liberté individuelle. Et donc, si vous mettez ça au niveau mondial, vous avez la possibilité d'aller partout sur la Terre, puisque rien ne lie spécialement un sujet à son lieu de naissance, puisqu'il est titulaire de tous les droits dans l'état de nature. Donc, il est titulaire aussi de la liberté de circuler, et
puisque tous les hommes sont égaux, tous, quel que soit leur lieu de naissance, doivent pouvoir circuler. Et ce qui me paraît être l'erreur, et là je vous rejoins, c'est que Carens a pensé l'être humain comme l'individu titulaire de ces droits de l'homme, mais sans penser que l'individu se définit aussi par des liens, et que ce sont des liens, il y a les liens familiaux d'abord, donc il y a la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants, et les liens politiques. Et donc c'est toute la querelle des anciens et des modernes. Les modernes disent la société politique est le résultat d'un contrat social, donc c'est une décision qui a été prise par les hommes de passer de l'état de nature à l'état social et donc de fonder la République, tandis que les anciens disaient non, l'homme est naturellement politique. Donc Aristote dit l'homme est un animal politique, donc il vit dans la cité. Donc pour nous, ou pour les classiques que je suis, la cité n'est pas un artifice qui viendrait s'ajouter à un état de nature individualiste. La cité, c'est aussi ce qui nous fait humains. Donc la cité est voulue pour vivre entre nous une réciprocité de droits et de devoirs, pour vivre entre nous la justice, et c'est dans cette entité-là que nous nous trouvons et que nous avons à déployer notre bien. Cela dit, ce n'est pas parce que nous sommes naturellement politiques, naturellement dans une cité particulière, que nous devons nécessairement construire des murs autour de notre cité. Donc au Moyen-Âge, on construisait des murs d'enceinte autour de chaque ville. Maintenant, on fait des murs autour des pays, mais est-ce que, et c'est ça que c'est difficile dans l'éthique, est-ce que nous pouvons invoquer seulement la souveraineté nationale de notre pays et qui a sa valeur, puisque c'est précisément les humains d'un pays déterminé qui défendent les liens qu'ils ont faits entre eux, qui défendent leurs valeurs, pas seulement leurs valeurs économiques, mais leurs valeurs économiques, leurs valeurs politiques, leurs valeurs culturelles. Donc, puisqu'ils défendent ce patrimoine-là, la frontière a son sens. Mais est-ce que on peut clôturer cette frontière de telle sorte que le sujet humain se désintéresse de ce qui se passe à l'extérieur? C'est ça la question de la justice, elle est délicate, parce que je crois que vous avez tout à fait raison, on ne peut pas considérer simplement l'être humain comme un individu bardé de droits et qu'il suffirait alors de mondialiser cet individualisme pour avoir la justice. Non, il faut tenir compte de la particularité de l'entité politique et du sens de la frontière, mais sans aller jusqu'à l'excès du nationalisme qui enferme la nation en faisant un absolu et qui rejette le reste du monde. Et si je peux me permettre une allusion à la doctrine sociale de l'Église, qui parle de la destination universelle des biens. Donc, ce qui va de soi, c'est que les biens sont à tous. Mais Thomas d'Aquin dit, si vous dites comme ça purement et simplement, les biens sont à tous, se sert qui veut, mais vous aurez vite l'anarchie. D'abord, on va se battre pour avoir tous le même bien, ou bien on négligera le bien parce que les autres vont pouvoir se servir. Donc il dit, par raison, la raison nous dit qu'il vaut mieux mettre une propriété privée. Et donc que Thomas d'Aquin va légitimer ainsi la propriété privée parce que c'est en quelque sorte le réflexe second qui émane de la raison pour éviter le désordre économique ou politique
d'une terre qui appartient à tous. Donc, les choses seront plus ordonnées et mieux gérées si elles appartiennent en privé, mais cet arrangement rationnel ne peut pas escamoter le principe plus fondamental de la destination universelle des biens. Donc, les pays, et Thomas dit, alors pour assurer l'équilibre entre les riches qui ont de la propriété privée et les pauvres qui ne l'ont pas, lui, il dit qu'au moyen, c'est l'aumône. Alors, c'est un langage du Moyen-Âge, mais il faut peut-être trouver dans notre façon de réfléchir les moyens d'assurer une égalité plus grande entre les pays. Et si de fait il y avait une égalité plus grande entre les pays, peut-être que les Africains ne seraient pas obligés de se noyer dans la Méditerranée pour arriver chez nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En partie, mais ma question était plutôt, est-ce que ce qui est valable en termes de morale au niveau individuel est systématiquement transposable au niveau collectif, social ou politique, quoi? C'était plus... Ça dépend à quel niveau de généralité on se place. Si je dis de façon tout à fait générale, vous devez agir humainement, c'est une injonction qui s'adresse à chaque individu, mais qui s'adresse aussi à tout homme. Donc, nous ne sommes pas autorisés. Donc, et ce que, pour prendre le langage de Ricoeur, la morale, donc d'obligation, je crois qu'on peut dire qu'elle est universelle. Et on dirait, la règle d'or, au moins formulée négativement, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, cette règle d'or-là, elle est adressée à tout homme. Donc, elle vaut pour un individu, mais elle vaut pour tous aussi. Alors, toute la difficulté, c'est de savoir si une conviction particulière, et là je reviens sur Habermas, si une conviction particulière d'un sujet qui estime une chose bonne, ça c'est l'éthique, ne rencontre pas les convictions particulières de ce que les autres citoyens appellent bon dans leur éthique. C'est pour ça qu'il est obligé de créer la catégorie du juste, qui ne recoupe pas celle du bon, et qu'il appelle la morale, et qui est obtenue à la suite d'une discussion. Donc, parce qu'il faut quand même bien vivre ensemble au plan politique, et donc on va essayer de trouver des compromis, des arrangements qui ne vont satisfaire personne, mais qui permettent à l'entité politique de continuer à vivre ensemble dans la diversité des options éthiques. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé. Bon, il me semble, là je voudrais introduire la notion de paradigme. En termes plus simples, on peut dire le paradigme, c'est la manière de penser, c'est ce qui nous influence. Alors je voudrais vous faire une critique directe. Vous parlez beaucoup des droits, vous parlez très peu des devoirs. Donc, vous vous placez dans un paradigme qui est celui des droits, d'une façon systématique. Et je pense à un professeur de droit, justement, qui s'appelle Pierre Legendre, et qui nous rappelle que l'importance des limites, de la reconnaissance des limites. Et cette reconnaissance des limites, on n'en a pas toujours l'intelligence. C'est pour ça que Pierre Legendre fait appel à la notion d'arbitrage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des contradictions entre les individus, une société ne peut vivre que si elle présente un arbitrage.
et que tout le monde respecte cet arbitrage. Et à ce moment-là, on retrouve les limites. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ce que vous dites. Je ne vais pas spécialement chercher à me défendre. Si je parlais des droits, c'est parce que c'est ainsi que notre société moderne, postmoderne, pose la question. Dans la bioéthique précisément, toute la façon de concevoir les soubassements de l'éthique, c'est la liberté et l'égalité. Et donc, si par exemple, la gestation pour autrui, à partir du moment où vous permettez à deux femmes lesbiennes d'engendrer un enfant, avec toutes les cas de figure possibles, où vous prenez vous avez A et B, Alice et Bernadette, vous prenez les ovocytes d'Alice, vous les fécondez avec le sperme d'un donneur et vous l'implantez dans la matrice de Bernadette. Et puis, l'année suivante, vous prenez l'ovocyte de Bernadette, vous le fécondez avec le sperme du même donneur et vous l'implantez dans l'utérus de Alice. Donc, et vous avez ainsi, vous reconstituez entre deux femmes la figure la plus proche possible de la parenté hétérosexuelle. Et donc, le couple gay qui dit ça, c'est possible pour les femmes, mais c'est pas possible pour nous, donc c'est une discrimination basée sur le sexe, et donc nous, pour que, comme couple gay, nous puissions avoir un enfant, nous avons droit, puisque eh bien, à ce moment-là, il faut passer par la gestation pour l'autrui. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas d'accord avec cette façon de raisonner, mais je dis que nous sommes dans cet univers-là. Et c'est pour ça que j'ai parlé des droits. Je veux simplement rajouter que vous éludez le droit de l'enfant, en fait. Oui. Je passe mon temps à dire la même chose que vous, bien sûr. Mais donc, je suis bien d'accord, mais il faut voir que c'est comme ça que la question se pose. Alors, si... et pour ce qui est de la limite, alors, je partage... j'aime beaucoup l'avis de Pierre Legendre, et alors... Vous connaissez peut-être Jean-Pierre Lebrun, L'homme sans limite, et Charles Melman, enfin, tout le côté psychologique, et où Jean-Pierre Lebrun dit ce n'est pas à propos des limites du corps, d'acceptation de la sexualité, mariage pour tous, etc. Il dit, Jean-Pierre Lebrun dit, ce n'est pas la loi qui pose des limites, c'est la limite qui impose la loi. Donc la limite corporelle, la limite humaine, c'est elle qui impose la loi, et la loi du respect. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui, bonsoir. Je vais paraître très rétrograde, mais il me semble que la notion de liberté est bien sûr complètement utopique. Il ne peut pas y avoir de liberté, malheureusement, dans la race humaine, puisque de toute façon, il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont laids, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont moins intelligents. Donc déjà là, il y a une liberté, enfin une égalité qui est totalement impossible. Et puis, il me semble que tant que, bien sûr, l'époque actuelle ne raisonne que sur des droits, et je pense que tant qu'on ne raisonnera pas, on reviendra pas au devoir, on sera tombé sur la tête. Parce que il me semble que c'est une parole évangélique de dire plus on a reçu, plus il te sera demandé. Donc plus on a été gâté par la nature, plus on est intelligent, plus on est beau, en fait, plus il nous sera demandé, donc plus on a de devoirs. Or, il faut arrêter de parler de droits. La nature parle d'elle-même, est beaucoup plus sage que nous, en fait. Il faut regarder un peu la nature et puis revenir au devoir, simplement. Je suis d'accord, mais c'est pas cette époque que nous vivons. Alors, il y a peut-être tout un travail à faire pour dire, mais comment est-ce que on peut, je ne sais pas si c'est par l'éducation familiale ou par l'éducation scolaire,
amener de la conscience des droits à une conscience des devoirs. On commence un peu à le voir, par exemple, dans le mouvement écologique. On dit, nous avons des devoirs par rapport à la génération future et donc nous devons respecter la planète. Donc, ici aussi on retrouve un peu la limite. Donc, il y a une fringale, une frénésie de consommation, et là on retrouve la tempérance, le ventre. Il y a une fringale qui doit pouvoir être freinée pour offrir un cadre qui soit encore viable. En ce qui concerne l'immigration, j'ai un très bon exemple. Je connais une femme qui est portugaise, donc qui est arrivée ici à Luxembourg il y a 30 ans, qui a cherché du boulot, qui a appris la langue et qui s'est débrouillée, qui n'a demandé aucun droit, qui avait donc que des devoirs de se débrouiller. Et maintenant, elle voit des immigrants qui ont des bons, par exemple, de courses, qui vont dans un supermarché. Donc elle a travaillé pour pouvoir se nourrir. Et donc ces gens-là, elle a été outrée parce qu'ils avaient des bons pour se nourrir, qu'en plus ils demandaient une femme de ménage pour nettoyer leurs locaux, qu'il leur fallait des repas tout préparés. Enfin bref, donc ce sont des gens qui demandent des droits. Et je pense que ça peut pas marcher, c'est pas possible. Mais peut-être qu'il y a une prise de conscience de la part de la société luxembourgeoise qu'il fallait quand même accueillir les migrants de façon plus décente qu'il y a 30 ans. Je ne connais pas le problème. Et que ce n'est pas parce que la situation des migrants par rapport à cette femme portugaise qui est ici depuis 30 ans, que cette situation s'est améliorée, qu'il faudrait le regretter. Tant mieux si les migrants d'aujourd'hui sont accueillis. Maintenant, il y a, c'est vrai aussi de la part des migrants, une obligation de s'insérer, de pouvoir eux aussi travailler. Oui, je suis d'accord. J'aimerais introduire un tout autre sujet qui a été autre que ce qui a été déjà amorcé jusque-là. C'est l'éthique dans un monde qui va de plus en plus vite. Je parle autant pour la nouvelle technologie que pour la finance. C'est-à-dire que la vitesse, en fait, la dichotomie, c'est bien l'aliénation. Quel élément de vertu pourrait introduire beaucoup plus pour qu'il y ait plus de morale ou plus d'éthique? Peut-être la prudence, je sais pas. La prudence, le réfléchi. Et c'est vrai que à la fois la pression sociale, la pression économique, le patron, l'employeur, la rentabilité, et donc il y a pas de recul, et donc on est coincé dans un système un peu comme des ouvriers à la chaîne, mais c'est plus ça, mais c'est une autre contrainte qui est une machine écrasante finalement, parce que on peut monter très haut lorsqu'on est fidèle à cette logique de la vitesse, et puis se cracher très bas lorsque le corps ou l'esprit n'en peut plus. Je vous ai dit, j'ai travaillé à la faculté de droit à Namur et j'ai dû engager un assistant. Il était avocat dans un gros bureau donc je m'étonnais de ce qu'il vint se présenter comme assistant à la faculté de droit de Namur et qu'il gagnerait donc sûrement moins que un brillant avocat dans un cabinet spécialisé de la place de Bruxelles. Et il m'a dit, mais pour finir divorcé à 40 ans avec un infarctus, j'aime autant travailler à l'université. Donc c'est vrai que le rythme global pousse peut-être à une certaine
consommation, productivité, avec la concurrence internationale, et puis les ordinateurs, et puis tout. Et qu'il y a un moment où on n'a plus l'occasion de réfléchir. Et donc, et de prendre du recul par rapport à... Et donc, une bonne réaction, mais je ne sais pas si ça tracasse. Je ne sais pas quel milieu serait tracassé par ça. Ça doit sûrement exister sur la place de Luxembourg, des endroits où on se dit non, on arrête ça, et au moins une fois par mois où on se retire, on évalue, où on introduit dans l'entreprise une culture qui fait que on commence maintenant à réagir au travail à domicile et l'ordinateur branché chez soi aussi pour pouvoir continuer à travailler. Puis j'entends que dans certaines entreprises, on dit tiens, on constate étrangement une corrélation entre le burn-out et ces pratiques-là. Et donc on dit arrêtons l'ordinateur à domicile pour permettre aux gens de se reposer, et ce sera de toute façon tout bénéfice pour l'entreprise. Et donc il faudrait pouvoir peut-être mettre en place des lieux, des moments. Je pense que la prière, par exemple, pour un régime chrétien, pourrait être un lieu où on peut faire ce que saint Ignace appelle la relecture, l'examen de conscience. On dit oui, mais où est-ce que je vais là? Qu'est-ce que un peu une évaluation critique de notre propre action. Et alors ça vaut pas seulement vis-à-vis de l'entreprise, mais vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du conjoint, du voisinage, et des choses comme ça. Le fameux devoir de s'asseoir, ou le plaisir de s'asseoir des équipes Notre-Dame, bon, on arrête de parler lessive, chauffage ou voiture, et voilà, on parle, on réajuste les choses. C'est la science après théorique et poétique, c'est la science pratique. On se redemande, tiens, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien dans ma vie? Donc, je réajuste mes choix en fonction de ce que j'estime bien. Et puis, le cœur, j'ai le courage d'y aller. Et puis, la tempérance. Et puis, la justice. Merci Père. Merci pour cet entretien, mais je reste un peu sur ma faim. On a beaucoup parlé, non, je préfère être honnête, on a beaucoup parlé d'éthique, de morale. Moi, je trouve qu'on est resté un peu au niveau horizontal, il manquait un peu de transcendance dans tout cela, et Dieu dans tout cela, et notre religion chrétienne dans tout cela, et notre morale chrétienne dans tout cela, et qui nous anime tous les jours, et qui nous fait fonctionner, qui nous fait marcher, qui nous fait agir. Pour revenir sur le cas de ce grand philosophe Carens, là, que je connaissais pas, je pense que nos civilisations chrétiennes n'ont pas de leçons à recevoir sur les droits de l'homme et sur l'accueil. Je pense que là-dessus, on n'a pas à rougir. Et je rejoins monsieur qui disait tout à l'heure de faire la distinction entre un cas individuel, l'accueil de l'étranger, et l'accueil de masse. Je pense que là, on a tout à fait le droit et le devoir de se poser cette question. Nous ne sommes pas, j'y crois pas moi au village mondial où tout le monde est nomade. Nous ne sommes pas nomades. L'homme n'est pas nomade. L'homme est attaché à sa famille, à sa terre, à sa culture, à sa religion. Et le mythe du nomade n'a plus de sens. Moi, je pensais que ces théories étaient complètement dépassées, mais je vois qu'elles sont encore d'actualité. Je pense que là, on est complètement hors sol en pensant cela. Et je pense que nous, chrétiens, on a toujours accueilli l'étranger, mais de façon individuelle. Accueillir des hordes, excusez-moi le mot, mais c'est comme ça, hein, quand ça dépasse le million, ça devient déraisonnable. Voilà, je tenais juste à souligner que l'aspect transcendantal m'avait paru un peu absent du débat, ou alors j'ai un peu dormi tout à l'heure, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais voilà. C'est pour ça que je vous laissais partir avec la dernière question. Y a-t-il une morale chrétienne? Je voulais au moins évoquer cette possibilité-là. C'est vrai que
Saint Paul, dans ces parties que l'on appelle parénétiques, donc vous avez dans les épîtres de Saint Paul, vous avez généralement, après les salutations, vous avez une partie dogmatique où il expose le mystère de la foi, et puis une partie parénétique où il exhorte à l'unité, à la compassion, enfin, toutes sortes de sentiments chrétiens. Et bien souvent, les parénèses, ces exhortations qu'il donne, sont des conseils de vertu humaine, de sagesse humaine. Donc, il y a dans la morale qui s'impose à l'homme, eh bien, la foi chrétienne accueille cette morale-là. Elle est née de la création, si vous voulez. Donc, le chrétien reconnaît dans l'obligation humaine du respect mutuel, il reconnaît la trace du Créateur. Donc, quand on parle de dignité de la personne et de respecter la dignité de la personne, nous pouvons, comme chrétiens, ou comme juifs, ou comme musulmans, référer ce respect de la dignité de la personne à la trace du Créateur dans sa créature raisonnable. Cela dit, par rapport à la loi de Moïse et les 10 commandements, le Christ vient rendre cette loi à la fois plus intime, tout le sermon sur la montagne. On vous a dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. On vous a dit, tu ne commettras pas l'adultère. On vous a dit, tu ne tueras pas. Donc moi je vous dis, et donc il va de plus en plus loin. Si tu regardes une femme, si tu dis à ton frère crétin, donc la loi de Jésus n'est pas une loi qui est inscrite sur les tables de pierre. Elle est une loi intérieure qui descend en profondeur jusqu'à l'infini. Si vous voulez, on n'a jamais fini de suivre le Christ. Et c'est ce qu'il dit à l'homme riche qui a suivi la loi des commandements. Et il lui dit, viens, suis-moi. Et donc, on peut suivre le Christ, on aura toujours à le suivre, puisqu'il sera toujours en avant. Donc, il y a la loi, elle est plus intime, et donc plus exigeante. Et en même temps, le fait que le Christ va jusqu'au bout de l'amour et livre sa vie, nous fait passer du régime de la loi au régime de la grâce. Et donc, nous, comment dirais-je, nous pouvons non pas nous enfermer comme des pharisiens dans le respect de la loi, mais toujours avec confiance, faire confiance au Christ qui donnera la grâce nécessaire pour le suivre. Donc c'est tout un dialogue nourri par la prière, alors un dialogue entre l'Église et son Seigneur pour garder fidèlement la loi d'amour et la partager. Si, je voulais juste, par rapport à la question qu'il avait posée, l'impression que je partage, c'est qu'aujourd'hui, l'individu que l'on reçoit ou que l'on accueille, on le laisse dans une souffrance de l'innocence. Quand on l'empêche de voir la passion, on le prive de la compassion. Quand il ne veut pas voir, on l'empêche de voir la solitude, on l'empêche de le faire découvrir la consolation. Et le fait de ne pas avoir la foi que l'on ne transmet pas à ces individus que l'on peut accueillir ou les autres, pour moi, est quelque chose qui, dans une société qui va très vite par le matérialisme, eh bien, est un réel problème aujourd'hui pour aider son prochain. C'est également, à mon sens, l'aider dans la foi. Et pour ça, défendre notre culture qui a fait ce que nous sommes, et c'est ce qu'on veut aussi transmettre à son prochain, et qui a fait de nos racines européennes. Oui,
Donc sûrement que la foi est le bien le plus précieux. Je pense que Monseigneur ne nous dira pas le contraire. La foi est notre bien le plus précieux, et donc nous avons, c'est un devoir de le partager. Mais j'ai un petit peu peur quand on parle de défense du patrimoine, de considérer la foi chrétienne comme un patrimoine qui ne serait plus vivant. Et je pense que la foi chrétienne va se vivre aussi dans l'accueil de l'étranger. Donc, c'est évidemment une question délicate, et c'est probablement une question de quantité. Vous avez évoqué le mot de horde ou de invasion. Non, un grand nombre, oui. Oui, pardon, c'est moi qui ajoute invasion. Il faut faire attention, garder les proportions. Des invasions, il y en a au Liban, oui, avec les Syriens. Au Luxembourg, je ne sais pas comment le problème se pose, mais les 10 pays, dans les 10 pays qui reçoivent le plus d'immigrés, il y a qui reçoivent le plus, il n'y a pas un seul pays européen. Donc, je pense que sur cette question-là, nous allons tous devoir évoluer, tous en Europe, ça c'est sûr, parce que il y a de trop grandes inégalités, et d'une façon ou d'une autre, nous en payons le prix. Et donc, il y a des choses à corriger, me semble-t-il. Et je pense que la foi chrétienne peut aider à relativiser les situations acquises. Dans l'Épître à Diognète, fin du IIe siècle, c'est ça, il dit, pour nous chrétiens, toute patrie leur est une terre étrangère, toute terre étrangère leur est une patrie. Donc, le chrétien peut relativiser son appartenance sociale, politique, au nom d'une vision plus large et plus généreuse de l'étranger. Vous n'avez pas l'air convaincu. Oui, ce qu'on voulait dire, c'était qu'elle ne doit pas être ignorée et pour la vie. Juste une dernière question. Bonsoir, je ne sais pas qui vous êtes, je suis là, je suis à l'hôtel. Oui, mais c'est intéressant parce que je suis chercheuse, je suis biochimiste, professeure à l'Université de Vienne. Mes parents sont de Luxembourg, moi je suis née au Brésil. Maintenant j'habite en Autriche et je suis athée. Je suis vraiment athée parce que dès j'étais enlevée chrétienne au Sacré-Cœur de Marie au Brésil, et j'ai très vite laissé la religion à part parce que je trouvais que c'était quelque chose de pas bien. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un parler de créateur. Est-ce que vous vraiment croyez que le monde a été créé d'un jour à l'autre, en 7 jours? Vous ne croyez pas en l'évolution? Non, ça m'intéresse parce que je suis beaucoup, comme j'étais aussi 5 années, j'étais membre de la commission du gouvernement de bioéthique en Autriche. Et à Vienne, on a beaucoup d'immigrés. Moi-même, comme j'ai une chambre d'enfants vide parce que mes enfants sont partis, j'ai un réfugié d'Afghanistan, un garçon de 22 ans qui habite chez moi, et je discute beaucoup sur les religions, par religion, et j'écris aussi des livres sur la recherche, mais ce que ça manque, c'est que pendant les presque 2000 ans, quand il y avait beaucoup de religions, les hommes n'ont pas fait de progrès. 400 avant Jésus-Christ, le monde avait 300 millions d'habitants. Dans les 0, 300 millions, 70 millions. Les 20, l'année 1000, 300 millions. Alors pendant presque 2000 ans, la population n'a pas grandi. Parce qu'il n'y avait pas de progrès. Il n'y avait pas de possibilité de fuir die Unwissenheit. Comment est-ce qu'on dit Unwissenheit en français? Et je crois que la découverte de l'humanité la plus importante, c'est d'avoir découvert qu'on ne sait rien, qu'il fallait chercher à comprendre les choses, l'ignorance. Et c'est important de laisser l'ignorance à part, parce que, disons, la Bible, c'est ce qu'on savait il y a 2000 ans,
et que c'est très important pour l'humanité de réfléchir sur ce qui est vraiment vrai. Moi, je ne crois pas en Dieu parce que je ne vois pas aucun indice que ça existe. Il faut voir comment l'évolution, après je fais aussi des recherches sur l'origine de la vie, et je crois que les religions sont quand même comme une cave pour l'humanité. Une cave, comme Platon a déjà dit. Une höhle, non? Une grotte. Une cave. Une cave, ça veut dire le vin. Non? Voilà. C'est ce que je veux dire, mais il faut vraiment réfléchir que l'homme a évolué pour penser et qu'il ne faut pas empêcher les hommes. Aussi, vous avez parlé des femmes qui voulaient avoir des enfants. Ils n'ont pas besoin d'avoir une permission d'avoir un enfant. Je trouve toujours ça marrant parce qu'il y a des hommes qui pensent qu'on doit donner une permission à une femme pouvoir avoir un enfant. C'est sa décision elle-même. Parce que si vous demandez l'enfant si c'est mieux qu'il n'aurait jamais été né, c'est un enfant qui est né de 2 ans. Je connais beaucoup d'enfants qui sont nés de 2 femmes lesbiennes. Et c'est quoi l'alternative? Que l'enfant n'existe pas. Ce sont des enfants heureux, avec les mêmes droits, les dignités, non? Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Merci. Merci pour votre franchise, madame. La religion est une grotte. Je suis d'accord avec vous. C'est une grotte qui va à l'intérieur. Alors, ce que vous parlez de l'ignorance du monde, vous entrez, j'essaie d'expliquer ça à partir de Kant. Kant va valider le savoir de ce que l'on peut observer. Et donc, c'est tout le prodigieux développement scientifique. Et vous avez l'air d'identifier le progrès avec la science. Pour moi, il faut de temps en temps redescendre dans la grotte intérieure, dans l'intériorité de l'homme, et voir qu'il y a un autre type de progrès que celui de l'expansion de la connaissance scientifique. Je prends 2 garçons qui se trouvent devant la même fille. Et le premier, il dit à la fille, tu sais Brigitte, tes yeux, c'est l'iris, la pupille, le corps vitré, le cristallin, la cornée. Et le deuxième garçon, il dit, tu sais Brigitte, tes yeux, c'est ta lumière dans ma nuit. Donc je vous demande, madame, quel est le discours le plus vrai? Pardon? D'accord. Eh bien, je dis exactement la même chose pour ce qui est de la création. Je crois que l'être humain, le monde d'abord, et plus spécialement l'être humain, est voulu par un Dieu créateur. Donc, si ça s'est fait en 7 jours, je suis certain que ça ne s'est pas fait comme ça en 7 jours. Comme je suis certain aussi que les serpents ne parlent pas. Puisque, au chapitre 3 de la Genèse, le serpent parle. Donc, je ne dois pas prendre le récit de la Genèse comme la description que faisait Darwin. Mais la Bible me dit une chose qui est plus fondamentale que Darwin, c'est de me dire pourquoi je suis là et à qui je suis relié. Et je pense que la religion, elle est salutaire parce elle fait précisément des liens. On dit religion, ça peut être religere ou religare, ça peut être relire ou ça peut être relier. Et donc, la religion vous relie à Dieu. Et c'est très important d'être relié. Moi, peu m'importe de savoir comment mes os se sont faits. Ce qui m'importe, c'est de savoir à qui je suis relié. Parce que c'est ça qui me fait vivre. Oui, c'est une foi. C'est une foi, mais c'est une foi qui est raisonnable, qui ne va pas contre la raison. Alors, j'en viens à votre couple de lesbiennes. Pour moi, je ne pense pas que une femme puisse dire à elle toute seule, je veux un enfant. Je ne pense pas que ce soit juste. Ni pour un homme non plus, d'ailleurs. C'est plus difficile pour lui. Mais parce que vous allez... Si elle veut un enfant, eh bien, si elle est toute seule, si elle veut un enfant,
et en restant toute seule, il vaut mieux pour l'enfant et pour elle qu'elle y renonce. Alors, c'est ça. On parlait de droit. Si vous dites, il y a un droit de la femme seule à avoir un enfant, l'ancien ministre de la Justice français, Robert Badinter, a dit ça, hein, que ça fait partie du droit à la vie, des droits de l'homme à la vie, qu'une femme puisse mettre au monde seule un enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite du corps humain, et alors là, je fais référence au Créateur. Si le Créateur nous a fait hommes et femmes, c'est quand même une donnée fondamentale du livre de la Genèse, s'il nous a fait hommes et femmes en disant croissez, multipliez-vous, s'il a voulu donner la vie dans l'amour en demandant à l'homme et à la femme de donner la vie dans l'amour, ça a un sens fondamental. Et c'est un sens que vous, excusez-moi, mais c'est un sens que vous cassez en confiant seulement, en accordant à la femme la liberté de dire « moi je veux un enfant toute seule ». D'abord, pour le faire toute seule, elle devra avoir affaire à un donneur de sperme. Donc autrement dit, moi, homme, je suis réduit au sperme, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et je collabore à la naissance d'un enfant, il y a un acte authentiquement humain, sans avoir pu dire, à cause de l'anonymat du donneur, sans avoir pu dire quoi que ce soit à cette femme. Vous vous rendez compte, comme déshumanisation, comme dégringolade dans la dignité humaine, de réduire un homme à son sperme et qui ne peut rien dire en fécondant une femme, et la femme, et comme dit, la femme va se retrouver seule avec un enfant et aller lui expliquer qui sera son père. Moi j'ai deux enfants, deux garçons, seuls. Je connais le père, les enfants connaissent le père, et j'ai 50 enfants, et je n'aurais jamais accepté que quelqu'un qui croit en un Dieu, que je ne crois pas en Dieu, me dise, vous n'avez pas le droit de le faire. Et mes enfants ont la même dignité que tous les autres, ils sont heureux. Je suis grand-mère 5 fois, et vous me dites que je n'aurais pas eu le droit, que je n'ai pas la dignité, que je réduis les hommes au sperme. C'est pas vrai. Il y a encore une différence entre le discours éthique et l'expérience éthique. Donc, moi ici dans un théobar, je tiens un discours éthique. Je tiens un discours éthique parce que je pense que c'est celui qui est bon. Maintenant, vous avez une expérience éthique différente. Je ne peux. Je ne parle même pas. Je ne parle même pas de la foi. J'essaye de raisonner sur le fait de l'homme et de la femme, qui est quand même une réalité humaine fondamentale, et je ne vois pas comment la dignité de l'enfant est pleinement respectée en esquivant la rencontre. Je ne le vois pas. Bon, vous l'avez peut-être vu, et donc... Oui. Alors, justement, c'est à partir de là que, pour construire une société, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qui va arriver à la suite de votre interpellation ici, c'est que personne ne peut imposer une conception de la sexualité ou une conception de la famille. Donc, nous sommes dans un régime ultra-libéral. Et donc, Non, mais c'est juste parce qu'en fait, le temps est beaucoup... après, par contre, on peut observer un sujet et des problématiques qui sont notre quotidien et qui construiront notre avenir de demain. Mais comme tout est au bar, dans son ensemble, normalement doit se terminer. Mais par contre, se prolonge par le principe du théobar ici même, les uns aux autres, justement pour nous enrichir et pour dans notre foi et sur toutes les questions qu'on se pose au quotidien et les personnes autour de nous. Donc, on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Merci.
pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, donc n'hésitez pas pour être invités, participer ou faire partie de